Oui, pour mon projet, on s'intéresse au TDAH. Euh, je m'appelle Chloé Bergeron, je suis étudiante au doctorat en psychologie, en neuropsychologie également, en co-direction avec Marie-Julie Potvin, qui est ici parmi nous aujourd'hui, à l'Université du Québec à Montréal. Je fais partie du laboratoire CREO sur la cognition et la créativité, également du laboratoire Neurotrauma, qui est dirigé par Marie-Julie Potvin, et du Centre de services psychologiques de l'UQAM pour mon projet de recherche. Donc, dans le contexte, moi, de mon projet de recherche, on souhaite se distancier, en fait, du paradigme plutôt déficitaire du TDAH pour nous concentrer à mieux comprendre les particularités des profils cognitifs qu'on dit atypiques, on va dire neuroatypiques dans notre langage, pour en faire ressortir les forces plutôt. Il existe depuis plusieurs années une association qui est populaire, qui va sous-tendre que les personnes qui ont un TDAH seraient plus créatives. On l'observe souvent de façon assez officieuse. Je suis certaine que dans différents domaines ou des gens que vous côtoyez, vous dites « Ah, en télé, par exemple, ou dans les agences de pub, tout le monde a un TDAH, c'est tout le monde qui est créatif. » C'est pas faux, probablement. Ce sont des observations. Euh, mais la recherche qui a tenté de mesurer empiriquement cette relation-là qui existerait potentiellement entre le TDAH et la créativité a vraiment produit des conclusions qui sont mitigées. Par ailleurs, il y a quelques études qui ont démontré que les fonctions cognitives principales, on parle ici de l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive, contribuent, elles, positivement à la pensée créative, mais chez les adultes qu'on dit neurotypiques. Donc, il y a une cognition qui est jugée typique. Or, si on considère que le TDAH, ça résulte d'une perturbation exécutive primaire de l'inhibition cognitive et comportementale, ça paraît paradoxal qu'il puisse être associé positivement au potentiel créatif chez les adultes qui sont neuroatypiques. Donc, parmi les études qu'on a recensées dans le cadre de ce projet, à notre connaissance, il n'existe pas d'études actuellement qui intègrent simultanément la mesure des fonctions cognitives, des fonctions exécutives, principales que j'ai mentionnées, l'évaluation des symptômes de TDAH et le potentiel créatif de façon simultanée. Également, la majorité des études vont reposer sur une approche catégorielle simplifiée du TDAH, c'est-à-dire qu'elles vont comparer des groupes TDAH avec des groupes neurotypiques ou subcliniques d'adultes tout venant, ou encore vont comparer les profils de TDAH entre eux, donc inattentifs, par exemple, hyperactifs impulsifs et profils combinés entre eux. Mais ces approches-là ne vont pas tenir compte du continuum sur lequel vont s'inscrire les symptômes du TDAH. Par exemple, un adulte pourrait être catégorisé comme neurotypique parce qu'il ne franchit pas le seuil clinique, mais pourrait tout de même présenter des manifestations de TDAH qui sont relativement importantes, alors qu'un autre adulte qui va, lui, avoir été diagnostiqué peut avoir été diagnostiqué tout juste l'autre côté du seuil clinique. Et dans les faits, ces deux adultes-là sont relativement similaires dans leur profil cognitif. Donc, pour la recherche, ça a une grande importance finalement, il y a une grande distinction. Puis finalement, on va rencontrer des limites méthodologiques qui sont récurrentes, comme l'usage non uniforme, des outils diagnostiques du TDAH. D'une étude à l'autre, il y a certains chercheurs qui vont utiliser uniquement des questionnaires auto-rapportés sur les manifestations comportementales du TDAH pour catégoriser leurs participants, alors que d'autres vont exiger aux participants d'avoir eu un diagnostic d'un professionnel de la santé il y a maximum 6 mois. Professionnel de la santé, on entend un médecin, un psychiatre, un neuropsychologue, par exemple. Mais encore là, dépendamment du professionnel, l'hétérogénéité des méthodes d'évaluation et de leur expertise aussi va amener une grande variabilité dans les résultats. Et il y a également les effets de la médication psychostimulante et des comorbidités qui sont fréquemment observés chez les patients TDAH, les troubles de l'humeur, troubles spécifiques des apprentissages, par exemple. Ils sont généralement consignés dans la recherche, mais contrôlés de manière aléatoire. C'est-à-dire que parfois, on va en faire un critère d'exclusion, parfois, on va les intégrer dans les analyses statistiques, mais pas nécessairement de façon systématique. Donc, c'est dans ce contexte-là et en regard des constats que je vous ai mentionnés que notre projet a comme objectif de préciser la relation entre les fonctions exécutives principales et le potentiel créatif chez l'adulte chez l'adulte ayant des symptômes de TDAH, oui. Et vous remarquez ici que je ne parle pas de diagnostic de TDAH, je parle de symptômes de TDAH et la nuance est importante. Et on formule l'hypothèse non directionnelle, plutôt conservatrice pour l'instant, qu'il devrait y avoir un lien significatif entre l'intensité des difficultés exécutives qui sont propres au TDAH et le potentiel créatif.
Pour répondre aux limites méthodologiques qu'on a rencontrées dans la littérature, on va miser sur une approche qui est dimensionnelle, qui vise à détailler le profil de fonctionnement exécutif de la personne qui a des symptômes de TDAH, et non seulement la positionner par rapport au seuil clinique de diagnostic, finalement. C'est là l'avantage, en fait, d'avoir accès au cadre clinique universitaire pour la réalisation d'évaluations neuropsychologiques exhaustives des participants et par des stagiaires supervisés en neuropsychologie en se basant sur une batterie de tests neuropsychologiques validés ainsi que des questionnaires auto-rapportés dans notre cas. Donc, le recrutement de nos participants s'effectue directement au centre de services psychologiques de l'UQAM. C'est parmi la clientèle adulte qui est venue consulter spécifiquement pour valider la présence et l'intensité de symptômes de TDAH. On leur demande leur consentement à ce qu'on les recontacte tout simplement pour d'éventuels projets de recherche et ceux qui ont accepté peuvent être recontactés. Ce processus-là va présenter plusieurs avantages. Premièrement, ça simplifie de beaucoup le recrutement et l'accès aux données puisqu'on a accès aux données brutes de leur dossier neuropsychologique. Et ça va nous assurer ici une certaine standardisation des procédures d'évaluation pour ce qui est de notre échantillon de participants. Et ça nous donne aussi la possibilité de faire évoluer tranquillement les procédures d'évaluation au sein des stagiaires et auprès des superviseurs de la clinique en collaborant avec eux, autant auprès des stagiaires qu'avec les superviseurs et les coordonnateurs de la clinique. Et pour ce qui est de notre échantillon actuel, on a un gros total de 11 participants pour l'instant, sur un total visé de 40 d'ici environ un an. Les personnes ne doivent pas avoir reçu de diagnostic formel de troubles neurodéveloppemental. J'entends ici troubles de langage, dyslexie, dysorthographie, troubles psychiatriques, donc un trouble anxieux généralisé, dépression majeure récente, bipolarité, schizophrénie, ou encore un trouble neurologique, par exemple, suite à un trauma crânio-cérébral ou encore un AVC. Ces gens-là, c'est des critères d'exclusion et ils doivent pouvoir s'exprimer de façon fluide en français, parlé et écrit. Et vous comprendrez pourquoi plus tard dans mes tâches de créativité. C'est très important. Pour ce qui est de la méthode, pour les analyses préliminaires, on va prioriser les tests neuropsychologiques qui mesurent l'inhibition et la mémoire de travail seulement. Pour l'instant, on laisse de côté la flexibilité cognitive. On mesure les difficultés d'inhibition avec le temps d'exécution au test de Stroop, un classique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le fameux test des mots, des couleurs. Donc, c'est la condition 3, nous, où on va inhiber la réponse automatique. Donc, on doit nommer la couleur au lieu de lire le mot. Beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Le nombre d'erreurs de commission aussi au CPT3, qui est un test informatisé qui se fait en 15 minutes, où la personne doit appuyer sur une touche lorsqu'elle voit apparaître une lettre, excepté pour la lettre X. Ça constitue une erreur, en fait. Et le nombre d'erreurs totales dans un test de fluence graphique. C'est un test où il faut dessiner le plus possible de figures en utilisant toujours 4 lignes droites sans jamais se répéter, donc toujours des figures uniques en reliant des points noirs. Et on va mesurer également la capacité en mémoire de travail avec un empan total de rétention et de manipulation à l'envers des chiffres et en ordre croissant d'une série de chiffres qui va être de plus en plus longue et du sous-test mémoire des chiffres de la WSCAT, qui est une batterie de mesure des fonctions intellectuelles chez l'adulte, et également le score total de réussite d'équations mathématiques de plus en plus complexes du sous-test arithmétique de la même batterie de tests. Et ça réitère l'avantage de l'approche neuropsychologique en clinique parce qu'on utilise toujours un minimum, nous, de 2 tests par fonction exécutive afin d'obtenir le portrait le plus rigoureux possible, ce qui vient vraiment nous assurer d'avoir un portrait global qui est représentatif de chaque personne. Pour mesurer le potentiel créatif, maintenant, on va utiliser un proxy qui est la pensée divergente. La pensée divergente, ça se définit comme la capacité à générer des solutions alternatives à une situation donnée. Et dans le cadre de notre étude, on va utiliser 2 dimensions de la pensée divergente. Donc, on a la quantité, soit le score de fluidité, le nombre d'idées, et la qualité avec le score d'originalité, donc le caractère inattendu, nouveau des idées, qui va être évalué par des grands modèles de langage de l'intelligence artificielle. Donc, on va demander aux participants, sous prescription de médications stimulantes, de s'en abstenir le jour du testing, et moi, je les rejoins en visioconférence pour pouvoir faire le testing avec eux. On va faire 3 tâches de pensée divergente verbale sur la plateforme Qualtrics, donc ça se passe en ligne, et les résultats sont colligés directement. Je vais vous donner un exemple parce que ça revient tout au même, en fait. On donne toujours pour chaque tâche aux participants une démonstration, 2 essais, puis ils ont 3 minutes à chaque fois pour s'exécuter. Et par exemple, pour l'Alternative Uses Task, qui est la plus répandue pour la mesure de pensée divergente verbale, on leur demande de générer le plus grand nombre possible d'utilisations pour un objet de la vie courante. Par exemple, une bouteille d'eau.
Fait qu'on va leur dire, donnez-moi le plus grand nombre possible d'utilisations originales d'une bouteille d'eau ou d'une brique ou d'un sac à dos. Et là, les gens doivent écrire dans une petite boîte de texte le plus grand nombre d'idées possibles qu'ils ont. Résultats préliminaires, on a effectué des régressions linéaires exploratoires avec un N de 11, évidemment, qui n'a rien de significatif, là, vous verrez. Il faut savoir que pour l'inhibition, c'est un score négatif, donc plus le score est grand, plus on a des difficultés inhibitoires. Ce qu'on peut voir ici, c'est que plus on a des difficultés inhibitoires, plus on va générer d'idées, un grand nombre, mais moins elles seront originales. Et pour ce qui est de la mémoire de travail, meilleure on va avoir en fait, meilleure est la capacité de mémoire de travail, plus on va avoir d'idées, mais encore une fois, moins elles seront originales. Ce sont des tendances, évidemment, mais ça reste intéressant de voir que c'était une bonne idée, finalement, de mesurer les deux dimensions, que ce soit la quantité et la qualité des idées en pensée divergente. Donc, en conclusion, on observe qu'il y a une certaine variation du lien prédictif entre l'inhibition, la mémoire de travail et le potentiel créatif selon la dimension des idées qui a été évaluée. Mais le potentiel de généralisation, évidemment, avec un N de 11, ce sont des données préliminaires, c'est limité, le recrutement se poursuit actuellement. Et tout ça, ça vient juste appuyer, en fait, encore l'intérêt de collaborer avec la clinique universitaire pour l'évaluation neuropsychologique pour venir situer les difficultés exécutives des participants sur le spectre des symptômes du TDAH dans l'espoir d'obtenir une interprétation qui va être plus fine de l'association entre les symptômes de TDAH et la créativité. Voilà.